Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Cette petite vidéo remplace temporairement un live. Je vais répondre à quelques questions et lancer quelques sujets de débat. Là, vous voyez Jouza et Manahan qui sont là et qui vont m'accompagner pendant le tournage de cette vidéo. Alors, je vais essayer de traiter plusieurs thèmes et répondre un petit peu aux questions qui ont été posées par les membres de la communauté sur les espaces commentaires des vidéos. Et donc, du coup, essayer d'apporter des réponses et des éléments de réponse aux différents commentaires. Alors, la première des questions qui m'a été posée, c'est de savoir, finalement, quel est mon ressenti vis-à-vis du wagon RE avec les portes telles que j'ai pu montrer dans l'unboxing de lundi. Alors, il faut savoir que je pense que fondamentalement, c'est une idée qui est assez intéressante d'apporter de l'animation sur un wagon. En termes de qualité, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est fin, c'est bien reproduit, les couleurs sont belles, le roulement est correct. Maintenant, le mécanisme en lui-même, je pense, souffre d'éléments mécaniques qui sont inhérents au choix que RE a fait lors de la conception. Et moi, ça me laisse un arrière-goût de trucs pas totalement bien conçus, bien pensés, bien finis. Donc, du coup, je suis un peu mitigé parce que les fonctionnalités numériques euh, bah, laissent un petit peu l'impression de quelque chose d'inachevé. Et en l'état, moi, c'est pas forcément Déjà, c'est pas la priorité pour moi hein, d'avoir des portes de fourgon. Mais effectivement, je regrette qu'il n'y ait que 2 portes sur les 4 qui soient motorisées. Je pense que ça aurait été tout à fait possible de pouvoir intégrer un mécanisme qui permette d'ouvrir indépendamment les 4 portes sans forcément augmenter les, la complexité du mécanisme intérieur. Il y a des astuces pour ça. Euh, Ensuite, après, le choix d'une cam sur cerveau, donc un cerveau rotatif pour faire un mouvement linéaire. Toutes les personnes qui ont fait du modélisme radiocommandé savent qu'il y a des problématiques de débattement de la cam rotative par rapport à un mouvement linéaire et que ça doit être compensé par rapport à un chariot qu'on déplace avec un système qui permet d'éviter que le chariot, donc là en l'occurrence la porte, prenne du gîte et donc du coup se bloque et n'est pas un déplacement. Il y a des astuces à faire. Je pense que ces astuces-là, au 87e, dans un modèle monté en Chine, avec un contrôle qualité qui est toujours un petit peu hasardeux, c'est beaucoup plus difficile, ça aurait coûté beaucoup plus, ça aurait été beaucoup plus onéreux à être mis en place. Je n'ai pas parlé du prix de vente de ce modèle, puisqu'effectivement, comme c'est un modèle qui m'a été prêté, je ne l'ai pas acheté. Donc on est à 124 euros en prix conseillé. Donc effectivement, c'est quand même assez cher pour un fourgon. Alors ça s'explique tout à fait. Moi, je ne remets pas en cause le prix en tant que tel, parce qu'il y a un décodeur numérique, il y a de l'électronique, et il y a un peu de micromécanique, même si, comme je viens de vous le dire, je remets vraiment particulièrement en cause la façon dont ça a été conçu. Donc, pour moi, le prix n'est pas aberrant en soi. Par contre, le résultat par rapport au prix donne une impression que c'est aberrant. Donc, voilà, je pense que, effectivement, ça laisse quand même présager quelques difficultés qui, voilà, qui ne sont pas forcément superbement bien traitées, avec, je pense, un rendu pas très élégant et pas très agréable. L'autre chose, effectivement, c'est que le mécanisme ne permet pas une ouverture complète de la porte, mais aux 2 tiers.
Et ça, aussi visuellement, c'est un peu dérangeant. Voilà. On m'a parlé aussi par rapport à la vidéo d'hier concernant mon impression globale sur le matériel RE. Moi, je trouve que c'est intéressant, c'est bien conçu. En tout cas, d'un point de vue, de la réalisation du modèle, on est sur quelque chose qui est tout à fait conforme à ce qui se fait actuellement. Encore une fois, RE est un bureau d'études. Alors, ça tend, parce que c'est leur volonté, à devenir un fabricant, parce qu'ils sont en train de rapatrier une partie de la production en France et une autre partie en Europe, très certainement en Slovénie, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc après, ça c'est sujet encore à modification, parce que bah, ils n'ont pas fait d'annonce officielle là-dessus, il n'y a que des bruits de couloir. Et moi, les bruits de couloir que j'ai, c'est qu'il y a une partie de la production qui sera faite en Slovénie en sous-traitance. Alors c'est assez marrant parce qu'en Slovénie, il y a un autre fabricant qui a une usine. Donc, à voir. Et ensuite, faire une partie en production franco-française, en France, notamment les cartes électroniques. Voilà. Donc, bah, est-ce que moi, je fais confiance à RE? Bah, écoutez, pour le moment, je n'ai pas été amené à faire une maintenance lourde, ce qu'on appelle des GRG, des grandes réparations, ou des hyper, des indisponibilités périodiques pour entretien et réparation. Donc, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer sur la facilité de maintenance de ces modèles-là. Mais pour le moment, la 141F a parcouru 14 km sur le réseau maintenant. Donc elle va se diriger tout doucement vers les 20 km et on fera une expertise à ce moment-là de comment s'est comporté. Le réseau de Wissenheim, ce n'est pas un réseau qui est facile, hein. Moi, j'en ai bien conscience. Il y a quand même 5 niveaux sur les 2 rampes à monter pour arriver sur la partie supérieure. Donc forcément, il y a des choses à dire à ce niveau-là. Alors, concernant une autre question qui m'a été posée, qu'est-ce que je pense finalement des fumigènes et du système fumigène de la 141F? Alors, c'est vrai que je n'en avais pas, j'avais pas fait de commentaire dans la vidéo que j'ai mise en ligne hier, parce que je voulais simplement montrer. Il y a 2 choses. D'abord, ça consomme énormément de liquide, parce que contrairement aux anciens fumigènes, et ça c'est plutôt une bonne chose, le débit de la fumée est beaucoup plus costaud. Donc effectivement, pour pouvoir maintenir ce débit-là, il faut quand même un réservoir un peu plus important, et le réservoir a tendance à se vider assez vite. Hein, pour vous donner une indication, je remplis le réservoir en haut, la locomotive fait un tour, le réservoir est vide. Je le laisse allumer. Hein, donc ça veut dire qu'il y a pratiquement 53 mètres de voie. Donc ça veut dire que en mettant 4 millilitres, 0,4 millilitres, pardon, donc je crois que le réservoir il est limité à 0,5. En mettant 0,4 millilitres dans le réservoir, je parcours 25 mètres. Bon, donc c'est vrai que c'est-à-dire qu'il faut reload, recharger pour les francophones assez souvent si on veut avoir un fonctionnement continu. À noter aussi que y a un temps de chauffe du fumigène et que ce temps de chauffe fait que la fumée commence à être vraiment intéressante quand la locomotive est assez chaude, enfin, que le fumigène est assez chaud. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le fumigène, il faut activer le fumigène, mais avant d'avoir le fumigène qui soit en pleine expression, il faut attendre une quarantaine de secondes environ. Qui vient d'ailleurs avec la fonctionnalité de la touche F4, donc qui concerne très exactement la purge des cylindres. Pour avoir un beau dégagement de fumée par les cylindres, il faut laisser la locomotive à l'arrêt pendant au moins 30 à 40 secondes aussi pour que le réservoir de fumée qui va ensuite être soufflé vers le bas de la locomotive et donc stimuler la purge des cylindres, il y ait suffisamment de fumée dedans. Parce que si on fait des arrêts, des départs, des arrêts, des départs, et là, effectivement, il n'y a plus assez de fumée dans la chambre nécessaire. Donc ça, c'est l'analyse que j'en fais, je ne l'ai pas démonté. Hein.
Voilà. Ensuite, après, le fumigène ESU, il pue. Voilà. Donc, c'est pas agréable. Moi, j'ai pas, comme c'est pas ma locomotive, j'ai pas essayé avec du liquide que moi j'utilise pour la vape. Normalement, c'est la même chose, hein, c'est du propylène glycol et de la glycérine végétale avec un arôme. Mais c'est vrai que le fumigène ESU pue et devient très désagréable. Alors, du coup, on m'a posé d'autres questions, toujours dans les espaces commentaires. Est-ce que je vais faire le même essai avec la 241 Trix? Alors c'est vrai que je n'ai pas encore essayé le fumigène de la 241 Trix, ça sera marrant d'ailleurs de faire la comparaison avec la 141F de chez RE. Je pense que je vais le faire, j'ai du liquide fumigène, du coup le liquide ESU, il n'y a pas de raison pour laquelle ça marche pas. Après, je vais voir un petit peu comment ça se goupille. Donc je ferai certainement aussi une vidéo pour cette fois-ci tester la 241A004, donc de la série 13 de l'Est, pour montrer un petit peu le fonctionnement de ces deux fumigènes de dernière génération. Parce qu'effectivement, moi, les fumigènes que j'avais, c'était fumigène 7 des années 90, et franchement, c'était pas du tout. Alors, c'était certes en analogique, j'ai jamais testé en numérique, mais à l'époque, ça me convenait pas du tout. Je trouvais ça, ouais, ça faisait une petite fumerole pas très, pas très intéressante. Là, ce sont des systèmes avec des capteurs à effet Hall qui synchronisent les pulsations normalement, donc ça devrait donner quelque chose de plus intéressant. J'ai pas souvenir par contre que dans la version de Trix, on ait aussi cette option sur les purgeurs qui donne un effet assez marrant. Voilà, donc pour moi, fumigène, ça reste quand même gadget. Ça a quand même des inconvénients parce que ça vient déposer euh, un dépôt huileux sur les rails. Alors vous allez me dire, mais attends, Gabriel, tu vapes. C'est vrai que moi, je vape. Donc pour moi, l'argument du dépôt est un petit peu minoré parce que je dégage beaucoup plus de fumée avec ça qu'avec les petits fumigènes. Et donc l'impact sur la voie est quand même tout aussi important, voire plus important que si j'utilisais un fumigène. Ou alors il faudrait vraiment que j'utilise le fumigène en continu. Mais c'est vrai que bon, le côté devoir à nouveau remplir le réservoir. Alors j'ai vu un Américain, je sais plus où, je vais essayer de retrouver la vidéo et de la mettre dans l'espace commentaire, qui a fait un système automatique, un peu comme un distributeur de TIA. Quand la locomotive arrive dans son dépôt, il y a une espèce d'aiguille qui vient et qui vient remplir le réservoir et c'est reparti pour un tour. Je trouvais ça ce procédé marrant. En tout cas, c'est certainement un geek qui avait pas du tout envie de se faire chier avec une seringue et en automatisant le processus. Donc la locomotive, elle fait le tour de son réseau, puis elle revient au dépôt, pouf, elle remplit son liquide fumigène et elle repart. Donc je trouvais cette idée assez amusante. Bon, ça nécessite un petit peu de technique, mais c'est pas totalement difficile à faire, hein. Il faut une pompe péristatique qui puisse, en fonction de la rotation de la pompe, injecter exactement le nombre de millilitres dans le réservoir de fumigène. Et puis avec un petit marqueur train contrôleur, il faisait ça sur iTram avec train contrôleur, c'est possible à faire. Et puis à terme, dans le New Commander, ça le sera aussi certainement, un système qui permettait d'éteindre le fumigène pendant que tu le remplissais, et puis ensuite après de le rallumer en sortant du dépôt, ce qui donnait, ou en sortant de la zone de refuel, ce qui donnait un effet assez sympa. C'est exactement la même chose, on peut désactiver avec des marqueurs le fumigène dès qu'on rentre dans le tunnel pour justement éviter le fait de consommer trop quand on est dans les parties cachées, ce qui est totalement inutile. Voilà, donc c'est vrai qu'à terme, il peut y avoir des mécanismes comme ça qui sont mis en place, ça peut être très marrant, mais ça nécessite effectivement un petit peu de bricolage et puis un peu d'électronique là-dessus. Mais voilà, pour l'instant, moi je trouve pas que ce soit particulièrement l'urgence. Alors ensuite, après, on m'a posé pas mal de questions sur l'ensemble de ma structure. Est-ce que j'ai fait des plans? Comment je me repère dans l'espace et comment je suis sûr que tout ça arrive et se coordonne correctement? Alors non, j'ai pas fait de plan.
tout est dans ma tête. Alors j'ai une bonne vision en 3 dimensions, j'ai simplement des points de repère. Et ces points de repère, notamment grâce au niveau laser, me permettent effectivement de vérifier. Mais tout a été fait de façon, j'allais dire, totalement analogique avec des calculs, du dessin et des repères spatiaux. Je n'ai pas utilisé de logiciel de 3D pour faire le réseau de Wissenheim. Donc du coup, il y a aussi pas mal de choses qui ont été faites au moment où j'étais sur l'obstacle. Et pour le moment, je me suis pas trop mal démerdé. Et je suis quand même relativement content du résultat. Voilà, donc c'est vrai que c'est... mais après, voilà, je conçois que c'est un petit peu délicat. Et pour le débutant, c'est pas du tout une aide. Ensuite, après, il y a une autre question qui m'a été posée. Alors cette fois-ci, c'est concernant un dispositif que j'ai montré dans une des vidéos, qui est le compresseur Fenga. Savoir un petit peu quel était le retour que j'avais par rapport à ce compresseur. Alors, moi, j'ai utilisé un peu le compresseur tout au long de l'année. J'en suis très satisfait. Effectivement, c'est une bâche de 3 litres. Moi, je vaporise et j'utilise l'aérographe à 1 bar. Donc, du coup, j'ai suffisamment de réserve d'air, mais c'est vrai qu'il se met en route de temps en temps. Bon, après, moi, je ne suis pas fondamentalement mécontent de ce compresseur. C'est pas un compresseur haut de gamme, hein, entendons-nous bien. Effectivement, il se réenclenche, mais il n'a pas un bruit dérangeant. Enfin, moi, c'est pas. J'ai eu des compresseurs qui étaient beaucoup plus bruyants que ça quand j'étais à la fac. Et là, je trouve qu'il est assez agréable. Ensuite, il est sans entretien et sans huile. Donc, on n'est pas obligé de devoir mettre des filtres qui viennent ensuite, après, causer des problèmes. Et je n'ai, sur les heures d'utilisation que j'ai eues, je n'ai pas eu pour l'instant de problème d'humidité sur l'air injecté. Et le petit réservoir qui permet de purger l'air, de purger l'eau, par contre, n'a jamais été rempli d'eau, même pas de la condensation. Donc, bah, pour le moment, j'en suis plutôt satisfait. Après, j'ai pas un usage intensif du compresseur, hein, je passe pas mon temps. Et vous voyez, même quand je fais de la peinture sur les maquettes, c'est quand même relativement rare que j'utilise l'aérographe. Et en plus, là, j'ai les 2 bestioles là, qui ont décidé de se mettre sur le bureau à cet endroit-là. Et bon, je les laisse parce que ça me fait plaisir, mais c'est vrai que normalement, je fais de l'aérographe ici, et donc là, bah, du coup, elles prennent la place où je fais l'aérographe. Et par ailleurs, je ne fais pas d'aérographe quand la température extérieure dépasse 25 degrés, parce que sinon la peinture, la pulvérisation de la peinture, le nuage de peinture qui sort de l'aérographe, sèche trop vite avant d'arriver sur le modèle. Et donc on a des effets de poudrage qui sont pas du tout esthétiques. Et donc du coup, bah, j'utilise souvent l'aérographe en hiver, quand j'ai une température qui est à peu près constante à 20-22 degrés dans cette pièce. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Eh ben, moi je suis assez content de ce FD-196 de chez Fengda. On va passer maintenant à d'autres questions qui m'ont été posées dans l'espace commentaires. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, vas-tu commencer enfin à faire la construction du château, et qu'est-ce que tu as prévu comme animation dans le château? Alors, pour l'instant, le château est un petit peu en pause. Non pas que j'ai pas envie de le faire, hein, voilà, il est dans la lignée et fait partie des éléments de la vieille ville. Par contre, il y a beaucoup de choses que je veux mettre dans le château que je ne peux pas mettre tant que je n'ai pas mis les éclairages. Et les éclairages, les modules d'éclairage sont en cours de fabrication dans nos ateliers à Mu Junction. Et donc, du coup, bah, tant que les modules ne sont pas disponibles et qu'ils ne sont pas testés, qu'on ne les a pas envoyés aux clients, et donc moi, je n'ai pas reçu les exemplaires que j'ai achetés, eh ben, je ne peux pas continuer le château. Donc, c'est pour ça que j'ai fait toutes les autres maquettes, et que même les autres maquettes ne sont pas totalement terminées.
Par rapport à la vieille ville, en refaisant mes pointages, j'ai constaté qu'il y avait quelques petits problèmes sur mon plan préparatoire. Alors, sur la vieille ville, moi j'avais prévu 2 modules, un de 125 par 60 et un deuxième en avant de 125 par 60 avec un système de promontoire, etc. Je vais être obligé de changer un petit peu parce qu'en refaisant mes pointages, je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise de pointage. Et j'étais d'ailleurs assez surpris de ce fait parce que je pensais avoir un pointage qui était à peu près correct. Et en fait, non. Donc, du coup, je suis obligé de revoir un petit peu ma copie concernant l'espacement, l'organisation spatiale de la vieille ville, et notamment l'organisation du promontoire où il y a l'église, enfin, la cathédrale, qui est une église en fait, hein, et le cloître, parce que du coup, ça arriverait trop en avant par rapport à la superficie que j'ai de disponible. Donc il va falloir que je réorganise tout ça, et là je suis en train de regarder, c'est pour ça que j'ai pas mal avancé sur la structure en dessous, pour pouvoir mettre ensuite les éléments de structure qui me permettront de poser le styrodure à la place définitive, et de refaire mes pointages, cette fois-ci, in situ, et non plus uniquement vis-à-vis de mon plan, parce qu'apparemment, mon plan, il y a un problème, et ça me chiffonne. Voilà. Et c'est vrai que du coup, il faut revoir un petit peu ces éléments-là in situ, et non plus uniquement avec le dessin et les pointages des points remarquables du réseau, pour s'assurer que tout va bien. Alors, ensuite, après, on m'a posé toute une série de questions concernant l'église, puisque vous avez vu que j'avais recommandé des pièces chez Faller. Donc c'était assez sympa, parce que en fait, il y a des éléments dans l'église que je voulais restructurer. Et en fait, je fais un vrai kit batching sur cette église. Et vous allez l'occasion de le voir dans les prochaines vidéos, justement comment je vais traiter tout ça. Et donc, j'ai commandé chez Faller une nouvelle façade, enfin 2 nouvelles façades, comme ceci, ici. Et je fais une modification en fait de la croisée du transept, les 2 ailes du transept en fait, parce que je trouve que le choix de Faller de mettre des portes et puis une espèce de petite fenêtre comme ça avec des vitraux, ça fonctionne pas très très bien. Et donc du coup à l'intérieur je fais aussi des modifications structurelles du kit. Et donc, je vais avoir l'occasion de vous montrer ça. Et pour ça, il faut que je fasse plusieurs étapes, notamment des étapes de modification. Et c'est pour ça que j'avais racheté ces pièces. Alors, à noter que on donne la référence à Faller. Alors, pour les références de pièces, c'est un peu punk, je ne vous cacherai pas, parce que, en fait, il faut indiquer, donc là, je vous montre ici, il faut indiquer ça, donc 1/1 R plus loin T2, avec le numéro de page 4. Et donc, il faut leur dire, voilà, je voudrais cette pièce-là. Alors, effectivement, cette pièce-là, elle est sur la même grappe que cette pièce-là. Et donc, du coup, il faut leur dire, je veux la grappe complète. Parce que sinon, vous n'avez que le bas et vous n'avez pas le haut. Ils vous découpent et ils vous donnent que la pièce. Or, il faut la grappe complète. Donc, il faut bien dire repère H, page 4, 1/1 R T2 et 1/3 U T2. Je la voudrais en tant d'exemplaires. Donc là, je l'ai commandé en 2. Et ensuite, après, j'ai commandé... Alors, attendez, je vais essayer de vous le montrer, parce que je ne sais pas... Non, c'est pas accessible, donc je vous montrerai ça dans la vidéo qui concernera le montage de cette cathédrale. Je vous montrerai exactement les vitraux qui vont avec, parce que le papier qui est fourni de base dans le kit de la cathédrale, qui a la référence... je peux vous revenir, la référence 130-598, c'est moche. C'est absolument moche. Alors ensuite, après, j'ai fait un essai, je vous montrerai aussi ça dans la vidéo qui viendra dans la semaine, les essais de vitraux en cul de bouteille. Donc j'ai fait un essai avec une impression sur calque,
ça rend bien, et mon impression laser, mon imprimante laser a bien accepté les choses. Du coup, je vais pouvoir aussi envisager sur les vitraux, les vitraux des fenêtres de côté, je vais pouvoir aussi envisager de pouvoir, je vais pouvoir envisager de pouvoir, donc je vais envisager, je peux maintenant envisager de faire des vitraux en couleur, imprimés sur du calque, avec l'imprimante laser couleur. Et donc du coup, voilà, j'aurais préféré imprimer sur du rhodoïde. Mais j'hésite à le faire parce qu'il faut trouver des rhodoïdes compatibles imprimantes laser. C'est mon outil de travail professionnel, donc j'ai pas envie de la flinguer parce que j'ai fait un test. Autant le calque, je suis sûr que ça passe, que je l'ai fait de nombreuses fois, autant le rhodoïde. Donc ce qu'on appelle le rhodoïde, en fait, c'est des films transparents, hein. Bon, bah du coup, je vais me contenter du calque et ça sera pas parfaitement transparent, mais ça sera déjà mieux que rien. Voilà. Ensuite, après, on m'a posé d'autres questions et donc je vais regarder un petit peu dans les espaces commentaires les questions que vous m'avez posées et que je n'ai pas répondu. Pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Ah oui, on m'a demandé est-ce que je vais faire d'autres vidéos de circulation? Ah oui, bien sûr. Il va y avoir d'autres vidéos de circulation. Après, c'est vrai que l'espace de circulation actuel, qui est déjà un peu aménagé sur le réseau principal de Wissenheim, il n'y en a pas beaucoup. Donc, faire de la circulation en plein milieu d'un chantier, je trouve que ça manque un peu de... Voilà. Par contre, sur l'extension, vous allez voir, il va y avoir des vidéos qui vont être faites. Pour l'instant, l'extension est en cours de recablage compatible Mu Junction. Donc, quand le Mu Engineer arrivera, il va bientôt arriver. Si vous avez vu la vidéo, je la mettrai dans les fiches ou là. La vidéo de l'installation de Mu Junction dans nos nouveaux locaux, avec la ligne de production d'électronique. Et donc, du coup, ça, c'est un grand pas pour nous, parce que ça veut dire que maintenant, on est capable de pouvoir produire sans devoir demander l'autorisation de rentrer sur le site d'une autre entreprise pour pouvoir produire. Donc ça, on est vraiment très très heureux, et donc du coup, ça va avancer très très rapidement la production courant août et début septembre. Donc du coup, effectivement, l'extension va être un théâtre assez intéressant, parce que le décor est beaucoup plus avancé dans l'extension. Et oui, je vais continuer à travailler sur le décor de l'extension. C'est vrai que y a pas mal de choses que j'aimerais faire, et notamment des petits tutoriaux sur de l'application d'herbe électrostatique. Et j'ai toute la voie A qui est sur le ballon de Somniculus, la voie de Somniculus, donc qui est à ma tête de lit, où j'ai tout le décor à terminer. Et donc ça va être une bonne occasion de ressortir les outils Microrama, de faire des arbres, etc. Il y a normalement une masterclass que je dois organiser avec Gwen Dalteis de la société Microrama pour faire des arbres. Bref, on aura l'occasion de pouvoir faire tout ça. J'ai quand même pas mal de choses en termes de contenu à vous proposer courant août et courant septembre. Donc là, je vais essayer de reprendre un petit peu mon rythme d'une vidéo par jour pour justement vous donner un petit peu de matière et des choses à regarder pendant la trêve estivale. Ensuite, après, on m'a posé une autre question, et cette question-là, elle me tient à cœur. Est-ce que je suis satisfait de la 241 de X? Alors, oui et non. Oui et non. Alors, j'ai commandé chez Apogée Vapeur, que je salue, des roues en remplacement pour le bicelle avant et pour le bicelle arrière, pardon, et le bogie avant. C'est un bogie à l'avant et c'est un bicelle à l'arrière. Donc, il faut que je les monte, et il faut que je remplace les roues de la locomotive. Cependant, je crains qu'il faille aussi que je recommande des roues pour le tender, parce que je pense que les roues du tender, c'est comme celles du bicelle
et du bogie, c'est des roues coupe pizza. Sinon, pour le reste, c'est une locomotive magnifique. Elle a une présence extraordinaire sur le réseau. C'est une très très bonne tracteuse. Elle passe merveilleusement bien sur mes rampes, donc je n'ai pas de soucis. Et elle est lourde. Elle est très lourde et ça se sent quand elle roule. Elle a un bruit qui est quasiment un bruit de locomotive à vapeur réelle. Il manque plus que la vapeur. Et c'est pour ça que le test du fumigène pourrait être intéressant pour voir un petit peu s'ils ont bien fait leur boulot à ce niveau-là. Et c'est vrai que voilà, je suis quand même très très content de cette locomotive. Une autre question qui m'a été posée, là on revient sur de la structure, on m'a posé la question de pourquoi je peignais les structures, y compris les structures qui ne seront pas visibles, puisque c'est sous une montagne. Et ben, je pensais en avoir déjà parlé dans une des vidéos, et en fait, pour moi, c'est vachement important de prendre soin des parties cachées, qu'il y ait le moins de machins, de bidouilles, de trucs pas propres. Parce que il va y avoir des wagons caméra. J'en ai déjà un prototype que j'ai assemblé, désassemblé, mais dans l'idée, j'ai quand même envie d'avoir un wagon caméra qui me permette de pouvoir faire une conduite immersive. Et ce wagon caméra filme. Alors là, pour l'instant, j'utilise un wagon caméra avec une caméra 4K, qui est la DJI Action 2, qui fonctionne assez bien, mais qui a un problème consubstantiel, c'est qu'elle chauffe énormément. Et donc, du coup, je ne peux pas faire de longues séquences. Je suis obligé de faire des séquences d'une minute, une minute et demie. Sinon, elle chauffe tellement qu'elle se met en sécurité. Et pourtant, je la fais pas. Je fais jamais de prise de vue en 4K avec. Parce que si je fais de la prise de vue en 4K, elle se met en sécurité tout de suite. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, cette petite machine, elle est prévue pour être mise sur des drones et donc être refroidie à l'air par le mouvement des drones. Et avec les trains, bah, il n'y a pas assez de mouvement d'air, quand bien même les trains se déplacent quand même rapidement, pour la refroidir correctement. Donc, c'est pas un produit qui est 100% opti, en fait, pour l'usage, mais pour l'instant, elle me fait des très belles séquences, et donc oui, je vais refaire des séquences, et je vais faire de la circulation, et, euh, et voilà. Et donc, maintenant, je vais prendre une dernière question qui m'a été posée dans l'espace commentaire. Et cette question, elle est par rapport à... En fait, il y a deux questions. Une par rapport à la caténaire, et la deuxième par rapport à la commande numérique des trains. Alors, moi, je trouve que une caténaire et faire des caténaires, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est un membre de la communauté de Wissenheim, aussi un membre de la communauté de la Commu Junction, hein, donc du Discord de Mu Junction, et qui est là très souvent, je le salue, hein, qui a le pseudo de Train 01, Lionel, qui fait une magnifique réalisation de caténaire. Lui-même, il construit tout lui-même. Moi, je trouve que les caténaires sont des éléments qui sont très importants, surtout quand on fait de l'époque 4, 5 et 6. Et c'est vrai que pour moi, j'ai envie de la voir fonctionnelle, la caténaire. Alors on me dit, oui, mais alors la caténaire, le fil de la caténaire, s'il était à l'échelle 87e, il serait invisible. Oui et non, hein. C'est quand même des grosses sections, hein, les fils de caténaire. Donc, bah, évidemment, si on met de la section de 1 mm, c'est trop. Mais en mettant du 3 dixième ou du 4 dixième et en la tendant, alors c'est ça qui est un petit peu délicat, c'est qu'il faut tendre la caténaire. J'ai vu des modélistes qui faisaient de très très belles réalisations de caténaires fonctionnels. Après, la caténaire fonctionnelle a des inconvénients, c'est vrai. C'est que il y a un entretien sur le frottement des pantographes, que tous les pantographes ne sont pas prévus pour pouvoir capter le courant. Et du coup, ça peut créer des difficultés. C'est effectivement
tendre une caténaire, la mettre en œuvre, c'est pas forcément évident, surtout quand on a des réseaux qui sont complexes avec des tunnels, etc. Mais c'est pas infaisable. Et je trouve que ça donne un intérêt supplémentaire à la traction électrique. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais envisager effectivement si un jour je fais un réseau époque 5 ou époque 6. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. J'ai déjà commencé à terminer ce que je vais faire. Et la deuxième question dont j'ai dit, je m'en souvenais plus. Ah oui, si, c'est pour comment ça s'appelle Si, il y avait une autre question qu'on m'avait posée. Alors, celle que les deux, j'avais oublié, c'est pas grave. La deuxième question qui m'a été posée, c'est la remise. Oui, c'est ça. C'est quand est-ce que je vais commencer la construction du fourgon truck et de la petite 030 de beurre qui m'ont été envoyés par AMF 87. Et dans la foulée, on en est où sur la rame sur pneu? Alors, il y a plusieurs choses. Je vais d'abord commencer pour la rame sur pneu. La rame sur pneu a bien avancé. Il me reste encore à faire l'aménagement intérieur. Le problème, c'est que l'aménagement intérieur proposé par Yves m'embête un peu, les machins pliage, les origamis en pliage pour faire de l'aménagement intérieur, je trouve pas ça super. Et il y a Modélisme Collection, je crois, ou Création, qui va certainement en sortir une version en impression 3D. Ça me tente bien. Et s'il le fait pas, j'ai bien envie de faire une version en impression 3D, parce que du coup, je pourrais mettre des rampes. Alors ensuite, après, avant d'engager sur le reste de la question, j'avais acheté, j'ai pas fait d'unboxing sur ça. J'avais acheté une réglette dite intelligente de chez Zimo, la LIP LDHY1. Alors, Zimo, dis donc, vous pouvez nous faire des noms de produits un peu moins barbares que LIP LDHY1. Comme vous voyez, je ne l'ai pas monté. Je ne l'ai pas monté pour une raison très simple. C'est que, à la différence des Perfect Coach, spécialement conçus pour rentrer dans les voitures, et ben là, c'est la merde! Parce que les LED ne tombent jamais bien sur les compartiments, qu'il y a toujours une LED qui vient sur une paroi ou qui va pas. Bref, je pensais la mettre sur la voiture soviétique. C'était pas possible. Je pensais la mettre sur les UANSA, en tout cas la voiture France-Euronuit. Eh ben, c'est pas possible non plus. Bref, j'ai acheté ça et je sais pas quoi en foutre parce que je n'arrive pas à trouver une voiture qui me permette de pouvoir accueillir ça, parce que je n'ai pas de voiture récente à couloir central. J'ai que des voitures à compartiment, et dans les voitures à compartiment, c'est la merde, ça ne fonctionne pas comme ça pourrait. Et c'est là l'une des forces de la puissance des Perfect Coach Lighting. Fin de la parenthèse. Donc du coup, pour en revenir à la fabrication de la 030 de AMF, pas maintenant. Parce que déjà, il faut utiliser la torche à souder, il fait chaud, j'ai pas du tout envie de me lancer là-dessus, et j'ai pas mal de chantiers. Mais comme c'est un truc dans le cadre du projet Nomade, ça arrivera certainement cet hiver. Donc je pense que je ferai les premières vidéos de montage en octobre-novembre, je pense, dans ces eaux-là, pour pouvoir vous montrer ça dans les vidéos, dans la playlist Advanced Nomade, justement pour montrer comment on peut construire une petite locomotive à destination des débutants. Et concernant le fourgon truck, c'est pas ma priorité pour le moment. Je suis très content de l'avoir, ce qui va me permettre de pouvoir le faire. Mais dans mon pipe de fabrication, là, je veux mettre vraiment la priorité sur le réseau. Et comme vous l'avez vu, il y a énormément de choses qui vont avancer sur le réseau et je veux me focaliser sur deux éléments. La vieille ville, et donc ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire l'arrivée sur le grill de Wissenheim, et le dépôt de Wissenheim qui est complètement éclaté. Et il va y avoir aussi un énorme travail
qui va être la refonte totale du câblage pour être compatible avec New Junction, parce que pour l'instant, j'avais refait un câblage pour la Z21 noire et l'ensemble des systèmes 10808 CAN, et à terme, bah, il va y avoir un Mew Engineer, ici, il va y avoir un Mew Dock, etc. Alors, c'est pas ma top priorité, hein, le câblage. Soyons clairs, ça va arriver, mais c'est pas ma top priorité parce que pour l'instant, ça fonctionne et le Mew Commander avec le mode de compatibilité permettra de pouvoir faire fonctionner la Z21. Donc, dans l'écosystème Mew Junction, avec le Mew Engineer, le mode natif sera pour l'extension et le mode de compatibilité sera pour l'instant sur le réseau de Wissenheim, ce qui permettra aussi de faire d'abord l'intégralité de l'équipement sur l'extension, et puis ensuite, après, au fur et à mesure, de repenser. Mais il y a des nouvelles parties du réseau qui vont être câblées et qui vont devoir être câblées directement avec le nouveau câblage. Donc, du coup, je vous montrerai aussi sur le réseau principal de Wissenheim ainsi que sur l'extension. Je continuerai à vous montrer comment on réalise un câblage compatible avec Mew Junction. À ce sujet, n'hésitez pas, dans la boutique de Mew Junction, il y a les feeders en vente, donc c'est-à-dire le câble bipolaire rouge et noir de section de 1,5 mm pour transiter pour les bus de traction notamment, qui viennent soit du Mew Engineer quand on n'a qu'un Mew Engineer, soit qui viennent des cartes X-Track branchées dans les Mew Dock. Et vous avez aussi des câbles de 0,5 mm de toutes les couleurs nécessaires pour pouvoir faire le câblage correct de Mew Junction, qui sont disponibles dans la boutique. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez du câblage, le câblage conseillé pour Mew Junction, vous pourrez le trouver dans la boutique de Mew Junction. J'en mettrai des liens en description. Voilà, c'est à peu près tout sur les questions qui m'ont été posées dans l'espace commentaire. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir pris un abonnement sur la chaîne avec la petite cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Un grand merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires, qui mettent des petits pouces vers le haut. Ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui me font des suggestions, qui me posent des questions. Ça me fait énormément plaisir. La communauté devient de plus en plus active et ça, c'est vraiment super parce que du coup, la chaîne Bienvenue à Wissenheim n'est plus uniquement une chaîne de témoignages de fabrication et un journal de fabrication de mon réseau, mais aussi un espace où on parle de modélisme ferroviaire, où on parle de technique, où on parle de réalisation, comme aujourd'hui, de commentaires, et où on peut lancer des débats, et ces débats, ensuite, après, on peut les continuer, notamment sur le Discord de Mew Junction, et ça me fait vraiment énormément plaisir. Je tiens aussi à remercier énormément toutes les personnes qui font des contributions sur Tipeee, et qui aussi, du coup, soutiennent l'activité de la chaîne et soutiennent l'activité du projet Nomade. Au sujet du projet Nomade, vous avez pu remarquer que là, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos du projet Nomade. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai besoin de réfléchir un petit peu aux différentes étapes et à la façon dont je vais organiser, en fait, le contenu éditorial des vidéos, parce que ça a été pas mal chamboulé par rapport à ce que j'avais prévu au départ. Et là, j'ai quand même pas mal de choses qui ont commencé. J'ai le module pont, j'ai le module, j'ai les modules principaux à faire. Et donc, du coup, j'essaye de voir un petit peu ce qui serait le plus pertinent. Et je pense que je vais faire le module pont en priorité. Je vais me reconcentrer sur le module pont, y compris sur le décor du module pont, ce qui me permettra de pouvoir ensuite, après, le protéger complètement, le mettre dans une caisse en bois avant son expédition vers le showroom où l'ensemble des modules seront mis. Voilà, donc des contenus nomades, il va y en avoir très prochainement. Là, je suis en train vraiment de réorganiser la façon dont je vais faire l'éditorial de l'ensemble des vidéos pour que ce soit un intérêt pour les débutants, hein, puisque c'est quand même ça l'objectif. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On a dépassé les 44 minutes, on va vers les 45 minutes, donc là, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, l'espace commentaire, il est fait pour là, ou sinon, il y a le Discord de Mew Junction, où je suis là à peu près tous les jours. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et faites du train. Ciao.